suis très content d'être à Chlif. C'est la première fois que je viens dans cette ville. Je suis de Constantine. Je remercie également les laboratoires Al-Hikma de m'avoir invité pour participer avec vous. C'est un plaisir. Moi, franchement, je dois quand même reconnaître que, en fait, l'idée de ce symposium, c'était, en tant que médecin, en tant que praticien, on est quand même amené à faire beaucoup de prescriptions, à utiliser pas mal de thérapeutiques. C'est vrai que ce soit en médecine générale, en médecine spécialisée, on a les antihistaminiques, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les antihypertensifs. Ça veut dire qu'en termes de thérapeutique, l'arsenal thérapeutique est tellement grand. Mais la question qu'on se pose, est-ce que vraiment on connaît vraiment ce qu'on est en train de prescrire? Moi, je suis farouchement pas d'accord avec l'idée que en tant que médecin, je suis prescripteur de médicaments. Moi, je suis là d'abord dans l'intérêt du patient. C'est-à-dire, moi, c'est très intéressant pour moi de savoir si je mets en termes, si on prend notre sujet d'aujourd'hui qui est les antihistaminiques, est-ce que c'est intéressant pour moi de mettre la loratadine, la desloratadine, la cétirizine, la lévocétirizine, la bilastine, la fexofénadine. Il y a tellement de molécules, mais pour moi, toujours on se dit, en termes de prescription médicale, il y a quand même ce qu'on doit faire et qu'on incite les gens vraiment à prendre ce temps de réflexion. Qu'est-ce que ça m'apporte de prescrire ce médicament? Est-ce que vraiment je fais cette balance de bénéfice-risque? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais perdre? Si on prend spécifiquement les antihistaminiques, vous connaissez tous un petit peu ce qu'on appelle les effets secondaires de classe, notamment augmentation de la somnolence, augmentation de l'appétit, et peut-être autres effets anticholinergiques. Est-ce que pour moi c'est intéressant d'être efficace chez un patient tout en entendant lui causer beaucoup d'effets secondaires? Est-ce que pour moi c'est intéressant de donner un médicament chez un patient, chez une jeune fille, et que je vais revoir dans une année avec une augmentation de poids de 10 kilos? Est-ce que pour moi c'est intéressant de donner ce médicament chez un adolescent ou chez un jeune adulte qui aura forcément à passer des examens? Vous savez un petit peu, le professeur vient d'en parler, si on prend par exemple les graminées, les pollens de graminées qui sont classés en numéro 1 notamment dans notre pays, la période un petit peu de pollinisation, on est en plein dedans et ça correspond un petit peu avec la période des examens, du baccalauréat, du brevet. Est-ce que c'est intéressant pour un parent? Moi, si je propose à un parent, je lui dis, bah, écoutez, d'accord, ok, je vais traiter votre enfant, je vais lui donner ce médicament, mais il faut que vous sachiez qu'il aura du mal à se lever le matin, qu'il aura un petit peu la tête qui va tourner, qu'il va dormir peut-être plus tôt. Je ne crois pas qu'en tant que parent, moi-même j'ai des enfants, je serai content. Moi j'ai bien envie d'avoir un médicament qui à la fois sera efficace, mais à la fois aura le moins d'effets secondaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous allez me dire, oui, docteur Keldossi, d'accord, vous venez de Constantine, vous nous racontez, vous nous faites rêver un petit peu, bon, d'accord, mais nous, on est médecins, on a besoin d'evidence-based medicine. Nous parler comme ça, c'est bien beau, mais dites-nous plutôt des études. Ce matin, on a fait quand même un atelier et on a parlé de cette evidence-based medicine. Nous, on a besoin de savoir un petit peu des choses comparatives pour savoir qu'est-ce qui se passe avec cette molécule. Je commence un petit peu mon travail pour vous dire que la bilastine, quand même, est une molécule en termes d'antihistaminique qui est un petit peu la dernière qui a été mise sur le marché. On avait les premières générations avec quelques effets secondaires, notamment la terfénadine avec tout ce qu'on a eu comme torsade de pointe et tout ça aux États-Unis qui a été retiré du marché. Et puis les autres molécules, notamment les kétotifènes, la tarax et tout ça. Arrivée de la deuxième génération, la loratadine et la cétirizine dans la fin des années 80. Les bastines, la fexofénadine, pardon. La desloratadine et la lévocétirizine en 2002, et je finis par la rupatadine en 2007, et puis la bilastine quand même en 2011. Je crois qu'en termes dans notre pays, c'est un petit peu, on a une année et demie d'apparition de cette bilastine. Les antihistaminiques, d'une manière générale, si on parle de la première génération, on vient de le dire, on a quand même certains effets secondaires, sédatifs, troubles du sommeil, altération des fonctions cognitives, psychomotrices, troubles de formation notamment chez les enfants ou formation professionnelle, effets anticholinergiques.
La deuxième génération a quand même beaucoup moins d'effets secondaires. Et vous savez qu'en pathologie allergologique maintenant, cette première génération, on va dire en termes de consensus, en termes de recommandations, n'a plus sa place, que ce soit pour les urticaires chroniques, que ce soit pour la rhinite allergique. On est vraiment dans la deuxième génération. Deuxième génération, on connaît vraiment des molécules telles que la desloratadine, la lévocétirizine, parce qu'on commence un petit peu à avoir du recul par rapport à ces molécules, moins sédatives, pas de troubles du sommeil, n'altèrent pas quand même les fonctions cognitives, aucun effet antico, ne diminue pas les capacités d'apprentissage. Ils ont un début d'action qui est rapide. C'est intéressant pour un patient qui a oublié de prendre son traitement. Et effet prolongé, ça permet une prise par 24 heures. Mais la bilastine, ce nouveau-né en Algérie, est-ce qu'on connaît vraiment cette molécule? Comme on avait dit un petit peu, moi je dois toujours faire cette balance efficiency et safety. La safety maintenant, en termes de société savante, on a parlé de ARIA. ARIA, pour qu'un antihistaminique soit commercialisé, il faut vraiment avoir l'approbation de ARIA. Et ARIA a vraiment mis des critères très puissants en termes de commercialisation. Il ne faut pas venir, n'importe quel laboratoire qui va venir avec un antihistaminique ne pourra pas facilement le commercialiser. Il faut vraiment avoir certains critères qui doivent être là. Vous savez, en termes de pathologie allergique, les antihistamiques, on a les rhinites allergiques et on a les urticaires. On va voir rapidement cette bilastine en termes d'efficacité clinique, obstruction nasale, parce que c'est vrai que l'obstruction nasale, si on revient un petit peu en arrière, c'était un domaine qui était exclusivement du ressort des corticoïdes par voie intranasale. Les derniers antihistaminiques ont montré quand même une efficacité sur cette obstruction nasale. Vous allez me dire, oui, d'accord, ok, docteur Keldoussi, rhinite allergique, mais qu'est-ce qu'il en est pour les yeux? Parce que c'est vrai qu'en termes de rhinite, moi, dans ma consultation, j'ai rarement des rhinites isolées. Le plus souvent, moi, j'ai des rhinoconjonctivites. Moi, je n'ai pas envie de multiplier les prescriptions qu'un patient sort de mon cabinet avec un cortique pour le nez, un comprimé à prendre, des collyres pour les yeux, un machin truc. Moi, j'ai bien envie d'avoir des choses qui sont efficaces un petit peu partout. J'ai bien envie d'avoir un rhinoconjonctivite qui sera soulagé par un médicament. Ça va améliorer l'observance et la compliance de ce patient. La qualité de vie, parce qu'on dit, bon, la rhinite allergique, ce n'est pas, nous, en pathologie allergique, on a peur de l'asthme. L'asthme, c'est les hospitalisations, c'est machin, c'est truc. Mais la rhinite allergique est une maladie qui va venir, qui va un petit peu causer une altération très importante en termes de qualité de vie. Et je ne vous parle même pas des urticaires chroniques. Urticaire, alors, on va en parler également. Et puis, on va finir par ce chapitre qui est la tolérance et les effets secondaires. La rhinite allergique, comparaison avec d'autres anti-inflammatoires, comme c'est un petit peu le dernier né, moi je veux savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Il y a eu de très bonnes études qui ont été élaborées depuis 2010-2009, qui ont été publiées dans des revues prestigieuses, et comparées à la fexofénadine, à la cétirizine, et également aux dernières, notamment la desloratadine. Vous savez, quand on réalise des études en termes de rhinite allergique polynique, il y a ce qu'on appelle la challenge chamber, ça veut dire qu'il y a des gens allergiques qui sont dans une chambre et qui sont pulvérisés par des pollens, et quand on va essayer de donner un petit peu des antihistaminiques, et on a un score symptôme, ce qu'on appelle le TNS, un score symptôme nasal et oculaire, pour savoir un petit peu, et la cotation elle est de 0 à 3, et chaque patient va noter à la fin des 24 heures quelle était un petit peu l'évolution sous cet antihistaminique, et il va pouvoir évaluer à sa manière ce qu'il est en train de faire. La conception de cette étude, d'abord, randomisée, en double aveugle, contrôlée, croisée, étude, là, c'était monocentrique. Les patients, on avait 75 patients, de 18 à 55 ans. Le traitement, c'était la bilastine à 20 mg, la cétirizine et la fexofénadine. Il y avait un placebo dans l'histoire. Et on a vu un petit peu l'évolution en termes d'efficacité, et on voit un petit peu que les antihistaminiques se démarquent un petit peu sur les autres, parce qu'il y avait, on va dire, 4 bras, cétirizine, fexofénadine, bilastine, et le groupe placebo, c'est pour pouvoir faire cette comparaison. Bilastine réduit considérablement quand même le score symptômes en 1 heure et fournit aux patients un soulagement rapide des symptômes. On avait parlé de cette notion de rapidité, c'était important pour moi, pour les gens qui ont parfois l'habitude de partir un petit peu en France, ils ont la possibilité, notamment sur le périph' parisien ou quoi, d'avoir des tableaux électroniques. Attention, alerte pollen, aujourd'hui, pic pollinique. Nous, on n'a pas ça, mais du fait des symptômes, je vais commencer à éternuer à 10 heures et tout ça, je vais savoir, aujourd'hui, j'ai oublié et je dois prendre, j'ai besoin d'avoir un médicament qui va agir rapidement.
Et on a vu un petit peu cet effet sur les 24 heures, on est parti jusqu'à 26 heures, et on a vu quand même que l'effet de la bilastine avait un effet quand même sur les 24 heures. J'étais tranquille par rapport à la bilastine soulage les symptômes pendant plus de 26 heures. Bilastine est plus active dans certaines études que la fexofénadine. Bon, en termes de comparaison à la cetirizine, un placebo, un autre travail en 2009, c'est une conception randomisée, double aveugle, groupe parallèle, étude multicentrique. On avait quand même 681 patients. Quand on parle d'evidence-based medicine, moi j'ai besoin d'avoir ces critères-là. J'ai besoin d'avoir des placebos, j'ai besoin d'avoir une randomisation, double aveugle, j'ai besoin d'avoir multicentrique. En termes de valeur de l'étude, c'est quand même quelque chose qui est plus... Étude sur 14 jours, résultat primaire. Je passe directement un petit peu à l'effet sur la gravité des symptômes, et là on a pris un petit peu chaque symptôme à part, et on voit qu'à chaque fois, la bilastine est aussi efficace que la cetirizine dans la réduction des symptômes individuels, que ce soit rhinorrhée, obstruction, prurite, éternuement, et toute la panoplie des effets de la rhinite allergique. Je finis par le travail de Bachet en 2009, et également double aveugle, multicentrique, machin, ça je vous dis, quand même on avait plus de 700 patients. Les principaux résultats, on voit un petit peu cette comparaison avec la desloratadine, et on voit qu'on est dans le même degré d'efficacité que la desloratadine, comme la est efficace pour réduire ce total score symptôme. Le TSS est fait pendant la durée du traitement jusqu'au 14e jour. On a eu quand même cette efficacité qui était quand même là tout au long des 14 jours de traitement. Parlons rapidement de l'obstruction nasale, comme on avait dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on laissait beaucoup aux corticoïdes intranasaux. Il y a tout au cours du développement clinique de la bilastine, il y avait différentes études, et on a pu avoir quand même plus de 4000 patients, et on a fait quand même cette comparaison au niveau de l'effet de cette molécule sur cette obstruction nasale. Vous voyez un petit peu les différentes études, il y avait des hommes, des femmes, les races étaient différentes, le diagnostic, l'âge du diagnostic était différent, l'âge des patients était différent. Ça veut dire que quand même, c'est une population qui peut être représentative de ce qu'on est en train de vivre, et on voit un petit peu que la bilastine, à chaque fois, arrive à avoir une amélioration de ce symptôme qui est obstruction nasale, qui était meilleur que le placebo. Et ces symptômes oculaires, un travail également patient rhinoconjonctivite, plus de 3800 patients, publié par l'équipe de Bartra, qui est un professeur de Barcelone en 2011. Et on voit que, comparé notamment aux antihistaminiques, la bilastine arrive quand même à avoir une amélioration des symptômes oculaires comparés au placebo. Et même quand on était un petit peu dans le détail, voir le larmoiement, la rougeur, les démangeaisons, à chaque fois, on était quand même efficace sur les différents symptômes de la rhinoconjonctivite. Et la qualité de vie, parce que c'est ça un petit peu qui est intéressant pour moi, de voir des enfants qui sont un petit peu dans ce malaise, dans ce mal-être. J'ai un peu envie d'avancer sur ça. Effet sur l'inconfort associé à la rhinite, et on voit un petit peu qu'on est un petit peu équivalent à la cetirizine, ça veut dire que c'est une bonne chose. À la desloratadine également, dans le même ordre. Et puis, je dirais que, comme on avait dit tout à l'heure, on avait besoin de l'appui des sociétés savantes un petit peu. Qu'est-ce que nous dit la conclusion de l'EACI, l'Académie européenne d'allergologie? La bilastine répond aux critères actuels EACI ARIA pour les médicaments utilisés dans le traitement de la rhinite allergique. Je finis par les urticaires. Les urticaires, vous savez que maintenant, un petit peu dans l'espace européen, un petit peu la molécule qui est à la mode, c'est la lévocetirizine. Et bien, l'équipe de Zuberbier ont fait un travail comparatif avec cette lévocetirizine, comparaison avec un placebo également. On avait plus de 500 patients, toujours randomisés, double aveugle, groupe parallèle, étude multicentrique. Ça veut dire en termes d'évidence-based medicine, il n'y a rien à dire. À ce moment-là, tout est bien comme il faut. Et on voit que effet sur la gravité des symptômes réduit considérablement le symptôme score, mieux que le placebo, et comparable à cette lévocetirizine. Effet sur la qualité de vie, améliore significativement la qualité de vie. Sur le score individuel des symptômes, soulage considérablement les démangeaisons ainsi que le nombre des papules. Effet sur le total de la sévérité des symptômes sur un petit peu tout au long de l'étude, et on est un petit peu dans un registre qui est équivalent de la lévocetirizine. Sur l'inconfort associé à l'urticaire chronique, un petit peu la même chose.
la bilastine ainsi que la lévocetirizine sont efficaces pour réduire l'inconfort associé à l'urticaire chronique. L'urticaire chronique, pour les gens qui ont l'habitude de voir ça, vous êtes avec nous en association ou en réunion ou dans le milieu professionnel ou entre amis, et vous allez voir apparaître des papules qui vont venir avec des démangeaisons. Pour des patients, c'est quand même beaucoup de souffrance. C'est des patients qui seront confinés chez eux, qui ne vont pas sortir, qui vont vraiment avoir du mal à s'intégrer dans cette société. Je crois que là, un petit peu en termes d'efficacité, on peut dire que les choses sont assez claires. Parlons du dernier volet qui est la tolérance. Comme on avait dit, toujours on avait cette balance. Certes, je suis efficace, mais je dois avoir cette safety. Je n'ai pas envie d'avoir un médicament qui est efficace et qui va avoir des effets en parallèle. Il y a des études qui ont été faites. Quand j'ai parlé de la terfénadine, j'avais parlé de cet effet de torsade de pointe. C'était un effet qui a fait vraiment beaucoup de bruit parce que les gens avaient peur un petit peu. Bon, ça me fait un peu dormir, bon, d'accord, ça me fait un peu mal, mais ça me cause parce qu'il y a eu quand même des décès. Utilisé jusqu'à 11 fois la dose thérapeutique. Il y a eu une étude, il y avait 20 patients chez qui on avait utilisé, ce n'est pas la dose recommandée, mais on voulait un petit peu montrer cette sécurité d'emploi et on n'avait pas d'allongement de l'intervalle QT. C'est quand même parce que vous savez que maintenant, en termes d'urticaire chronique, on parle de cette notion de 4 fois la dose de l'AMM. Quand vous avez des patients qui sont résistants à un antihistaminique, à ce moment-là, en termes de recommandations, de consensus, de société savante, pas en termes d'AMM sur le plan médico-légal, mais en termes scientifiques, on peut aller jusqu'à 4 fois la dose de l'AMM. La tolérance, on a quand même beaucoup d'études, mais on est un petit peu dans des pourcentages qui sont minimes, que ce soit fatigue, somnolence, 0,4, 0,5. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment très, très minime. Parlons un petit peu également mal de tête et somnolence, comparé à la cetirizine, et on voit un petit peu que là, le décalage se fait vraiment, que la bilastine, que ce soit sur le mal de tête et la somnolence, il y a quand même une différence avec la cetirizine. Et vous savez qu'il y a eu des études par la FDA qui ont quand même classé la cetirizine, qu'elle causait 2 fois plus de somnolence que le placebo. C'est quand même quelque chose à prendre en considération. Et la conclusion de ARIA, comme à chaque fois, on essaie un petit peu de revenir vers ces sociétés savantes qui vont un petit peu renforcer nos convictions. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Chez les patients avec rhinite allergique, nous recommandons une nouvelle génération d'antihistaminiques oraux qui ne causent pas de sédation. C'est important de ne pas faire dormir les patients. Également d'autres études sur l'aptitude à conduire. On voit comparaison par exemple avec la Tarax, même à 40 mg, les choses sont équivalentes quand même au placebo. Les réactions indésirables, on est un petit peu dans le même registre avec des différences non significatives avec la desloratadine. Il n'y a pas d'ajustement en termes d'insuffisance rénale. Et ça, c'est une slide qui est prise à partir des notices de ces différents médicaments. Parlons finalement un petit peu de cette dégradation par les cytochromes P450, parce que l'ARIA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, chez les patients atteints de rhinite allergique, recommander une nouvelle génération d'histamine qui ne gêne pas ce cytochrome P450. Et on avait un travail de Lucero, métabolisme, bilastine a été étudié par incubation in vitro avec des microsomes hépatiques et d'autres espèces hépatocytes humains. La bilastine ne provoque pas l'activité enzymatique de la famille des cytochromes P450. Je crois un petit peu, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait dire. On a parlé du côté efficacité et on a parlé un petit peu de cette sécurité d'emploi, de la safety. Je crois que là, vraiment, moi je vais cocher, je ne sais pas vous, mais moi je vais cocher cette efficacité. Moi, voilà, j'ai quand même mis des choses qui avaient de la valeur sur l'evidence-based medicine. Je vais cocher également cette safety. J'ai entre mes mains une molécule qui est quand même sûre pour mon patient. Et je crois que là, je vais approuver cette prescription de bilastine. Et je vous remercie pour votre attention.